Donc je préférais autant ne pas mourir. C'est le lieu de pèlerinage le plus important au monde. Très rarement, c'était extrêmement spectaculaire. Moi, c'est Natacha. J'aime voyager sur tous les continents, en vous donnant mes meilleurs conseils et bons plans pour que vous ayez envie de faire comme moi. Cette fois, suivez-moi au Monténégro et en Albanie. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis à Budva au Monténégro et là je vais me rendre à Stenia. Ça s'écrit Stinger, mais apparemment ça se prononce Stenia, qui se trouve au milieu de la montagne, et pour ça je vais prendre un bus. J'ai acheté mon ticket, il m'a coûté 3,50 € et normalement ça devrait me prendre à peine plus de 30 minutes. Le Monténégro est un tout petit pays. Il fait à peine plus que la taille de l'Île-de-France et ne compte que 600 000 habitants. Il a aussi comme caractéristique d'être extrêmement jeune parce que son indépendance date seulement de 2006. Ça fait 15 ans en fait que le Monténégro est un pays indépendant. Le Monténégro est situé dans les Balkans, c'est-à-dire qu'au nord, il est bordé par la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, à l'est par la Serbie, au sud par le Kosovo et l'Albanie. Mais surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'à l'ouest, il est bordé par la mer Adriatique. La mer Adriatique, c'est celle qui sépare les Balkans de l'Italie. Et donc on peut voir la côte italienne de l'autre côté. Et d'ailleurs, c'est resté parce qu'une grande partie des habitants du Monténégro parlent italien. J'ai loué une petite chambre d'hôtel en plein cœur de Stenia pour 30 € la nuit. Elle était ultra confortable, hyper moderne. Franchement, j'ai adoré passer la nuit là. Les lits étaient confortables, la douche était trop bien. Alors en arrivant, je suis directement allée manger. J'ai pris un repas assez traditionnel, c'est-à-dire des petites saucisses. C'était recommandé dans le Lonely Planet et effectivement elles étaient épicées et très bonnes. Et avec une salade de tomates, oignons, fromage frais. Et le fromage frais était super bon. Je suis retournée dans ma chambre d'hôtel, mais j'ai mis les vêtements les plus chauds que j'avais. Autant dire que c'est pas terrible parce que là je vais dans une grotte. Et pour ça il faut que j'aille voir s'il n'y a pas des taxis qui m'emmèneraient dans cette grotte. Elle est pas très loin, elle est qu'à 2,5 km seulement, j'ai regardé. Et en fait c'est 2,5 km où on peut pas vraiment marcher sur la route sans risquer de se faire écraser. Donc je préférais autant ne pas mourir. Donc là c'est parti, je suis un petit peu en retard, je vais voir si c'est possible. Voilà, en 2 secondes j'ai trouvé un taxi, ils étaient tous devant la gare routière, c'était assez facile. Et là ils m'emmènent vers l'Ipa Cave, mais maintenant il faut que je lui explique, il faut qu'ils reviennent me chercher à 5 h. Et ça c'est pas gagné. Par la fenêtre, je peux apercevoir les paysages montagneux du mont Lofsen. C'est un immense parc national avec un sommet qui culmine à 1700 mètres d'altitude. Pour accéder à la grotte, il faut prendre ce petit train et apparemment on le prend 7 minutes et demie. Ça y est, le petit train a démarré. C'est tellement rigolo d'être dans un petit train, surtout que j'y vais jamais. Enfin, j'ai pas dû y aller depuis que je suis enfant, c'est trop cool. On entre dans la grotte par petits groupes de 30 personnes. Dès qu'on est dans la grotte, on a un sentiment de fraîcheur car il est entre 8 et 12 degrés et dehors il faisait plus de 30 degrés. Ce sont des petits groupes d'une trentaine de personnes afin d'éviter qu'on se disperse, qu'on abîme la grotte ou même qu'on se perde. Donc pour notre sécurité, c'est beaucoup mieux. Le guide était génial, il nous arrêtait à tout un tas de points de vue trop bien. La grotte de l'Ipa a été ouverte seulement 3 fois au cours de son histoire. La première fois dans les années 70 à des fins d'exploration, la seconde fois par l'armée austro-hongroise et enfin en 2015 au public. Des meilleures grottes que j'ai jamais vues. En fait j'en vois très rarement. C'était extrêmement spectaculaire, c'était magnifique.
Alors forcément on a vu des stalactites, c'est-à-dire celles qui tombent, et des stalagmites, celles qui montent. Et en fait l'eau ruisselle, forme des stalactites, des stalagmites et tombe. Et ça veut dire qu'en dessous de la grotte il y avait un gigantesque lac souterrain. Incroyable. C'était parfait, le taxi m'attendait juste à la sortie du petit train, donc je suis déjà dans le taxi de retour là-bas. En fait finalement c'est pas 5 km, la grotte n'est pas à 2 km et demi, pas à 5 km mais bien à 10 km de la ville, donc heureusement que j'ai trouvé un taxi et que je me suis pas embarquée dans marcher à pied, sinon ça m'aurait fait 20 km aller-retour. Je suis en train de visiter le centre-ville de Stenia. Je vous cache pas que ça va aller assez rapidement parce que vous voyez le bout de la rue, vous voyez tout au bout l'autre bout de la rue. Bah voilà, ça consiste en marcher de derrière moi à devant moi. Voilà, ça va être assez rapide, mais moi j'adore ce centre-ville, il est paisible, il est tranquille. C'est une toute petite ville et pour une nuit, franchement, c'est absolument idéal. Sur la place principale, il y a même des petites maisonnettes. C'est pour vous donner à quel point, une idée à quel point c'est vraiment un petit village. C'était un temps où cette ville était la capitale du Monténégro. On peut avoir du mal à y croire vu comme elle est petite aujourd'hui. Et du coup, qui dit capitale dit ambassade. Et celle que vous voyez derrière moi, c'était l'ambassade française. Et chose très étonnante, c'est que cette ambassade aurait dû être construite au Caire en Égypte. Mais il y a eu un problème de communication et ils ont envoyé les instructions ici au Monténégro. Donc en fait, voici l'ambassade française qui devrait être au Caire. C'est étonnant comme anecdote. Je suis à nouveau dans la rue principale de Stinja, quelque chose comme ça, et je vais au restaurant, j'en ai repéré un qui fait des produits traditionnels monténégrins et c'est relativement rare parce que jusqu'à présent moi j'avais le droit aux pizzas, burgers et donc là je vais enfin pouvoir goûter des spécialités locales et je suis ravie. Alors j'ai trouvé plusieurs spécialités que je voulais absolument goûter et tout d'abord j'ai un jambon fumé qui vient d'une région très spécifique du Monténégro, ils sont très forts pour ça, et du fromage qui vient de la même région. Le jambon fumé est plutôt bon, il est un petit peu gras. Et le fromage a un goût un peu salé, un goût pas très fort, mais enfin ça reste du bon fromage. Après je suis peut-être un peu exigeante en termes de fromage. Et en plus de ça j'avais commandé une dalmatienne salade. Normalement c'est une salade à la base de bled, de pommes de terre, d'ail et d'huile d'olive. Sauf que la mienne était aux épinards et j'adore les épinards. Et en fait c'est servi chaud en forme de dôme et franchement ça, mais c'était tellement délicieux. Bon par contre j'ai plus de place pour les desserts. Donc je sais pas, j'hésite à revenir demain matin pour goûter leur dessert. Pour rentrer à l'hôtel, je marche tranquillement et je me rends compte qu'il y a une place avec des terrasses bondées, mais à perte de vue. Ça fait plaisir à voir. Je suis retournée dans le restaurant d'hier pour manger un dessert, sauf qu'il n'y avait pas celui que je voulais. Donc du coup j'ai pris quelque chose que les Monténégrins mangent de façon traditionnelle ici, c'est-à-dire une crêpe fourrée au fromage, frit et pané, avec par-dessus de la crème et encore du fromage. Je veux même pas savoir le nombre de calories, en sachant que ces deux portions de crêpes énormes m'ont coûté que 2,50 €. J'ai aussi pris un jus d'orange pressé et je viens de le goûter, il a l'air trop bon. Maintenant je vais goûter les crêpes. Je viens d'essayer de manger tout, autant dire que là je me suis arrêtée avant la fin de la première car c'est impossible. Par contre c'est vraiment trop bon, c'est super bien fait, c'est pas sec du tout, le fromage il est bon, la crème ça se mélange trop bien avec. La crêpe elle est délicieuse, enfin vraiment c'est super bon, c'est succulent. Après c'est extrêmement calorique, c'est très lourd et ça rassasie vraiment. Et du coup je pense pas que ce soit possible de manger autant. C'est le ventre plein que je m'apprête à quitter Stenia. Là je vais prendre un bus qui va durer 45 minutes pour aller visiter la capitale du Monténégro.
Podrica, il a 40 minutes de retard dès le début, donc là je sais pas trop quand je vais arriver. Ce qui est sûr c'est qu'il est bondé, donc du coup je suis pas du tout sur une place fenêtre, je suis même sur la rangée tout au fond, au milieu, pour vous dire. Je quitte donc Stenia, cette petite ville de 13 000 habitants qui fut historiquement la capitale du Monténégro, pour me rendre dans la nouvelle capitale, celle qui a été intronisée capitale en 2006 lors de l'indépendance, j'ai nommé Podgorica. Une ville de 186 000 habitants, soit près de 27% de la population du pays et 10% de son territoire. Voici la chambre que je loue dans la capitale. D'abord, hop, la salle de bain. Donc, elle est genre plutôt moderne, à part qu'il y a un petit bidet là. Il y a un coin salon, une table pour manger, un lit gigantesque. Je pense que je pourrais être 3. Je pense que je peux même dormir comme ça dans le sens de la largeur. Et une cuisine. Elle a un joli plan de travail avec tout ce qu'il faut. Et hop là, une vue sur pas grand chose. Vous me retrouvez dans un taxi, en fait je suis dans la capitale Podrica et je vais aller dans un monastère qui se trouve à 1 heure de route en pleine montagne. Et j'ai demandé à tout un tas d'agences de voyage et elles m'ont toutes dit que ça me coûterait à peu près 150-180 €. Et moi j'ai absolument pas les moyens de me payer ça pour juste 4 heures, ce qui fait que je suis allée voir des taxis et j'ai trouvé un taxi assez rapidement qui m'emmène, qui fait l'aller-retour plus 2 heures de pause là-bas pour 40 €. C'est pas le plus beau taxi du monde, mais je m'en fiche, j'y vais et je suis trop contente. Et vous allez voir, apparemment c'est une des merveilles du Monténégro, c'est même la chose à faire au Monténégro. Alors on vient de passer un passage à niveau fermé. J'ai rarement eu aussi peur que le train arrive et hop on meurt. C'est sympa. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. Déjà voir le monastère, en fait c'est le petit point blanc là-haut dans la montagne. Il est là, tout en haut dans la montagne. Ah, il y a des bus. Take me back, all the way back to the day. Le monastère est vraiment perché tout en haut dans la montagne, ce qui fait qu'on fait énormément de lacets pour y accéder. Je viens d'arriver au monastère après 1 heure de voiture depuis la capitale, qui s'appelle Podrica. Je suis pas sûre de bien le prononcer. Et là c'est parti, je vais du coup entrer dans le monastère. Je sais pas du tout comment ça se passe, ni combien ça coûte. Eh bien, il y a une gigantesque file d'attente qui fait tout ça. Alors, je suis déjà dans la file depuis 20 minutes et je pense que j'en ai encore pour au moins 40 minutes. En fait, s'il y a autant de monde, c'est parce que c'est le lieu de pèlerinage le plus important au monde pour les chrétiens orthodoxes. Et ici, il faut quand même avoir une tenue spécifique, c'est-à-dire qu'on doit, en tant que femme, avoir les jambes couvertes. Ce qui fait que j'ai mis mon boubou et j'ai un châle aussi parce qu'il est mieux de se couvrir la tête. Je commence à m'approcher et là on voit bien qu'en fait le monastère il est complètement à l'intérieur de la montagne. En fait il a été construit dans des grottes naturelles. Voilà la vue sur la vallée de la Raya. On voit bien que le monastère il est carrément dans la montagne. Ça c'est la montagne, il est creusé à l'intérieur. En fait, vous faites la queue
pour entrer dans une sorte de petite pièce qui est entre la montagne et une construction humaine. En fait il y a une partie, je sais pas trop si c'est une grotte ou pas. En tout cas ce qui est sûr c'est que vous rentrez, il y a des peintures magnifiques de tous les côtés et tout au fond il y a les reliques de Saint Basile avec un prêtre. Je suis au niveau d'un des balcons du monastère et on voit vraiment que là en fait ça c'est de la construction humaine et ça c'est la roche. Et on peut voir ça, quoique là non, en fait là c'est carrément, ils ont fait des sortes de blocs de pierre mais directement dans la montagne. Et là, encore une fois, on voit que c'est un balcon et ici la roche. C'est franchement incroyable d'avoir construit ce monastère comme ça à même la roche en sachant que la falaise au total fait 900 mètres de haut. Ça c'est la montagne et ils ont fait des mosaïques, mais pour mettre les mosaïques en place, ils l'ont fait vraiment sur la montagne. Et ça devait être la forme de la montagne, donc ils ont adapté leur mosaïque à la forme originelle de la montagne. Pourquoi les gens ils font ça? Ils mettent leurs mains à l'intérieur et ils touchent. Et je sais pas, il doit y avoir quelque chose de sacré avec l'eau. On peut rentrer par cette porte et à l'intérieur il y a plein de peintures magnifiques. Alors pourquoi ce monastère ici? C'est parce qu'en fait le monastère de Saint Basile avait été détruit par les Ottomans et du coup il a ramené ses moines ici et il a construit ce monastère ici en haut de la montagne pour être protégé. On voit bien à quel point le monastère il est haut et la vallée elle est très profonde et très basse. Quand on visite un site normalement les gens c'est un problème, sauf qu'ici c'est tout l'inverse parce que dans la mesure où c'est un pèlerinage, en fait les gens ajoutent de la ferveur parce qu'il n'y a pas de touristes à part moi et ici tout le monde est venu pour prier. Il est temps pour moi de quitter ce monastère. Franchement il est magnifique, il est toujours, il est très impressionnant et c'est assez émouvant aussi de voir tous ces pèlerins qui viennent vraiment prier et pas juste des touristes qui viennent prendre en photo quelque chose d'extraordinaire. Là par exemple, plus personne ne fait la queue pour aller voir les reliques de Saint Basile parce que c'est la messe et du coup ils sont tous en train d'assister à la messe et ils en ont rien à faire de manquer leur tour pour aller voir les reliques. Enfin vraiment ils viennent ici pour des raisons religieuses et pas pour des raisons de faire quelque chose. Donc voilà, ça me touche assez et sinon je vais retrouver mon taxi pour rentrer à Podgorica, je sais plus. Il est temps pour moi de rentrer à Podgorica, la capitale. C'est donc la fin de ce vlog, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.